Journée ville morte lundi au Nord Kivu. Les partis politiques de l'Est du pays revendiquent par cette action la sécurisation de la population de cette province. Non à la révision constitutionnelle au Katanga. La société civile de cette province met le pouvoir politique en garde. Rally Moto à Infobank, c'est l'autre nom du transport en commun dans ce quartier de la périphérie est de Kinshasa. Antenne A, le journal, Nadia Koulenfouka. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il s'est tenu ce dimanche en Angola le sommet de la CIRGL. Les chefs d'État et gouvernement de pays membres de la CIRGL ont évalué l'état d'avancement du processus de traque des FDLR qui écume le pays de la région de Grand Lac depuis plusieurs années. C'était en présence de Saïd Djinit, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Grand Lac. On va faire un tour vers l'est de la République démocratique du Congo. L'opposition politique au Nord Kivu planifie une journée ville morte ce lundi pour exprimer sa désapprobation suite aux tueries des populations civiles à Beni et à Irengeti. Après les massacres commis jeudi et vendredi dans les territoires de Beni par les rebelles ougandais ADF Nalu, qui ont exécuté à machette et autres armes blanches 53 personnes, la plateforme des partis politiques de l'opposition membres de l'Union des forces acquises au changement, IFAC, en province Nord Kivu, a appelé les populations des villes de Goma et Beni à observer une journée ville morte le lundi 20 octobre de l'an en cours pour revendiquer de la part du gouvernement tant provincial que central l'amélioration des conditions sécuritaires dans les villes de Goma, Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vice-président national du Parti libéral pour le développement PLD et point focal est de l'IFAC, a formulé des recommandations au gouvernement congolais qui doit non seulement relancer les opérations Sukola 1 contre les rebelles ADF Nalu, mais aussi de payer la solde de 3 mois des militaires sur tous ces au front. À la MONUSCO, il a été recommandé de renforcer des mesures de surveillance sur les villes de Beni et Butembo par les drones. Goma, Pascal Moulebois, Antenne A. Et puis cette brève, entre-temps, à Kinshasa, il n'y aura pas des sit-ins de membres de l'opposition comme initialement prévu pour ce lundi. Les conditions sécuritaires ne sont pas réunies, évoque l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous allons faire un retour sur le point de presse animé par le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, au Malanga, au cours duquel le gouvernement a vivement condamné le massacre de population à Beni, Alain Kyokambambi. Les attaques terroristes d'une grande lâcheté et d'une cruauté indescriptible. C'est ainsi que Lambert Mende a qualifié les tueries perpétrées par certains éléments résiduels de l'ADF à Oicha et Beni. Une trentaine de Congolais civils et militaires ont été tués par ce rebelle ougandais défait militairement par les FARDC il y a de cela quelques mois. En quoi le porte-parole du gouvernement? Ces éléments se livrent désormais à une sorte de barreau d'honneur en recourant à la technique terroriste de hit and run, c'est-à-dire frapper puis s'enfuir. Le gouvernement de la RDC évoque des complicités externes et locales et promet de traquer ces forces négatives. Au sujet de Scott Campbell, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, déclaré persona non grata en RDC, Lambert Mende estime que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Dans cette affaire, a-t-il souligné, le gouvernement a bu le calice de la patience jusqu'à la lie. Une note, peut-être qu'elle est déjà transmise, et puis la Direction générale des migrations va s'assurer que physiquement, M. Scott Campbell, déclaré non grata au Congo, va quitter le Congo. Ça, c'est un problème d'exécution. Mais la décision politique, elle a été prise, et je vous assure, rien ne changera. L'exécution de cette décision, c'est très rare. Nous n'avons jamais recouru, sauf peut-être dans un cas, à ce genre de décision. C'est vous dire la gravité que nous attachons aux faits sur lesquels nous sommes revenus à maintes reprises depuis 3 ans. Et les débats sur la révision ou non de la constitution de la RDC n'a pas encore fini de faire des vagues. S'agissant des idées exprimées par Mme Thomas Greenfield, il s'agit bien d'idées personnelles. Mettons-nous d'accord. Parce qu'autrement, c'est par une voie appropriée, la voie diplomatique, que nos plus hautes autorités auraient été saisies de ces idées de la vice-ministre américaine.
Nos États peuvent certes expérimenter l'un ou l'autre modèle démocratique. Ils peuvent adapter un tel modèle à leur réalité pour rencontrer autant que possible les aspirations de leur peuple. Mais on ne peut pas préjuger avant bon ou mieux pour l'intérêt des populations de tels pays de notre continent. Tout en condamnant des actes répréhensibles posés par des jeunes de certaines paroisses dans le Sankourou, Lambert Mende rappelle que nul n'a le droit d'aliéner la conscience des Congolais. À propos, réagissant au massacre de population à Béni, les patrons de la MONUSCO appellent à l'organisation rapide des opérations conjointes FARDC-MONUSCO contre les ADF Nalou. Martin Kobler a également demandé au gouvernement de reconsidérer sa position à l'égard de Scott Campbell. Le commentaire est de John Gombois. Dans une déclaration faite ce samedi 18 octobre, le chef de la MONUSCO s'est dit grandement perturbé par la demande du gouvernement congolais requérant le départ de Scott Campbell, chef du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et demande au gouvernement de reconsidérer sa décision. J'exprime ma plus grande confiance à Scott Campbell et dans le travail réalisé par toute son équipe. Le rapport LICOFI a été préparé en application du mandat donné à la MONUSCO par le Conseil de sécurité et a respecté la méthodologie utilisée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Je prends l'entière responsabilité des conclusions et recommandations de ces rapports, a déclaré Martin Kobler. Quant au massacre de la population congolaise à Béni, Martin Kobler appelle au lancement le plus tôt possible d'actions militaires FARDC et MONUSCO conjointes et déterminantes afin de soulager définitivement la population de la terreur qui leur est imposée par les rebelles ADF. Cette séquence de violations, meurtres, assassinats et violations des droits de l'homme dans le territoire des Béni doit cesser immédiatement et je condamne fermement ces actes atroces, conclut le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. À Lubumbashi, tous les membres des concertations de la société civile de ville et des districts du Katanga se sont réunis en conseil du 12 au 13 octobre au siège provincial pour l'évaluation des sujets clés du fonctionnement de la province et du pays. On retrouve sur place Marcel Kazanga. Il s'est tenu au siège provincial de la société civile du Katanga sur le boulevard Kassavobo de Lubumbashi, un conseil du cadre de concertation du 12 au 13 octobre 2014 dans le but d'évaluer les processus électoraux, la gouvernance et la décentralisation dans notre pays, mais aussi de la situation sécuritaire dans la province du Katanga. S'agissant de l'insécurité qui sévit au Nord Katanga, cela est dû au degré de pauvreté oublié dans l'effort de modernité engagé par le gouvernement national, a dit le porte-parole Jean-Pierre Mouteba. Considérant que ces niveaux d'abandon et de pauvreté sont à l'origine de l'escalade des violences attribuées aux groupes armés Maï Maï et Bakata Katanga dans certains territoires de notre province. Considérant la nécessité de maintenir un climat social apaisé pour mieux poursuivre le processus électoral et stabiliser notre jeune démocratie. En ce qui concerne la question sur la révision constitutionnelle, la société civile du Katanga réitère son opposition et annonce l'organisation d'un front commun de toutes les forces vives contre la révision. Vu la nécessité et l'urgence, recommandons à l'Assemblée nationale et au gouvernement national de s'abstenir de tout acte visant la révision constitutionnelle, de se conformer scrupuleusement au respect de la Constitution en ce qui concerne les modes de déroulement du scrutin. Et pour la question sur la rétrocession, la société civile suggère qu'une retenue à la source soit faite par le gouvernement provincial. Conscient que la faible rétrocession empêche les provinces de la République en général et le Katanga en particulier à faire face aux besoins des populations, de retenir à la 40% de toutes les recettes à caractère national réalisées par les institutions de mobilisation des recettes du Katanga dans le but de se conformer aux dispositions constitutionnelles relatives à la retenue à la source. Depuis Lubumbashi, Marcel Kazanga, antenne à télévision.
De retour à Kinshasa, les amoureux de la lecture peuvent se frotter les mains. Ephraïm, petit-fils de Potiphera, Jacob, la gloire de l'adoption, c'est les nouveaux livres du révérend Espérance Mbakadi de l'église Mangembo. Ces livres expliquent la nouvelle position de fils de Dieu obtenue par le chrétien grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La présentation a eu lieu hier au fleuve Congo Hotel. Dieu merci Nzob Mabiala. Couché sur 139 pages, réparties en 5 chapitres, ce livre intitulé « Ephraïm, petit-fils de Potiphera, fils de Jacob, la gloire de l'adoption » traite d'une notion ignorée par les chrétiens. Pourtant, elle est la pratique même de l'accomplissement du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. S'appuyant sur l'exemple d'Ephraïm, issu de l'union de Joseph et Asnath en Égypte, qui fut adopté par Jacob pour ne pas vivre la destinée que son grand-père Potiphera, prêtre d'On, pouvait lui imposer, le révérend Espérance Mbakadi nous fait comprendre que l'adoption exige le repositionnement. Voilà pourquoi les chrétiens, fils par adoption de Dieu, doivent récupérer les positions autrefois occupées par des gens qui n'honorent pas Dieu, puisque par sagesse, Dieu ne veut rien perdre de ce qu'il a donné à l'humanité. Non, pas seulement à les abuser, mais les rendre utiles. Je crois qu'on ne blâme pas quelqu'un qui reconnaît ses fautes et qui prend la résolution de faire différemment. On le félicite, on le blâme. Que nous devenons et jumeaux de Jésus-Christ, automatiquement co-héritiers avec lui. Et ce qui est plus intéressant lorsqu'on dit co-héritier, c'est que vous avez un héritage à partager à part égale. Mais avec Jésus, il n'est pas question de le partager à part égale, mais tout ce que lui a, nous l'avons. S'il a un, nous avons un. S'il a deux, nous avons deux. Et ça, c'est glorieux. Baptisé par le révérend Agré Ngalassi Abraham, devant un parterre des serviteurs de Dieu de la ville de Kinshasa, ce livre est un véritable trésor de la grâce des dieux pour l'humanité, en ce qu'il introduit le chrétien dans la gloire des premiers-nés afin de vivre sa destinée glorieuse en Christ. On va changer des registres, 1000 francs et beaucoup d'émotions. Si vous voulez, plutôt c'est les prix à payer lorsque vous voulez emprunter la moto-taxi à Efobank dans la périphérie de Kinshasa. Une expérience vécue par John Gombois. Cela a tout l'air d'un rallye moto en hors-piste, tellement la couche de sable est épaisse dans les rues du quartier Efobank, dont la périphérie est de Kinshasa. Les motos qui s'hasardent sur ces routes sont bien robustes et les passagers ont intérêt à bien se cramponner, car menées avec énergie et dextérité par leur conducteur, ces machines peuvent s'emballer et projeter les passagers distraits dans le sable. Le conducteur, lui, est serein. Je me retrouve sur ces terrains. Les mototaxis connaissent d'autres problèmes également. L'insécurité est quotidienne. Presque chaque jour. Il y a Wewa et Wewa. Ici, conduire une moto exige beaucoup plus d'adresse et plus d'énergie. Comme vous venez de le voir sur cette course folle. Du quartier Efobank, John Ngomboa pour Antenne A. À présent, nous vous proposons la page rétrospective dans une sélection de Laïn Bofin-Dombungu. C'est au terme du rapport des commissions socio-culturelles et relations extérieures que le projet de loi autorisant la ratification de la charte de la Renaissance culturelle africaine a été adopté moyennant des amendements au cours de la plénière de ce vendredi à l'Assemblée nationale. À en croire son exposé des motifs, la charte de la Renaissance culturelle africaine a été adoptée à la 16e session de la conférence de l'Union africaine tenue à Khartoum au Soudan les 23 et 24 janvier 2006. Par ailleurs, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, n'a pas pu répondre comme initialement annoncé à la motion de défiance lui adressée par l'opposition. Le membre du gouvernement étant en mission de service à l'étranger, l'Assemblée nationale a jugé bon de programmer la plénière consacrée à cet effet à une date ultérieure. Cependant, pour l'opposition, ce n'est qu'une partie remise en attendant que toutes les précautions soient prises pour éviter des vices, des faux et des formes comme autrefois lors de ce type d'exercice à la Chambre basse du Parlement. Le groupe UDPS et alliés veulent des explications sur l'affaire des 207 millions sur les 500 millions prévus pour l'opposition.
Ils veulent en savoir un peu plus sur l'identité de la personne qui, au nom de l'opposition, aurait fait débloquer cet argent dès lors qu'il n'y a ni porte-parole ni d'autorité morale devant engager l'opposition. Quoi qu'en voyage, Patrice Kitebi pourrait vraisemblablement trouver sur sa table ce dossier qu'il a d'ailleurs laissé derrière lui. Il devra y répondre à tout prix s'il faut dissiper tout malentendu sur des explications tendant à accréditer la thèse d'une erreur d'imputation budgétaire qui, à en croire des sources proches du ministère des Finances à Paton, se serait glissé dans le rapport sur la reddition des comptes présenté dernièrement aux députés nationaux. Matata Ponyo a-t-il, oui ou non, qualité de défendre le budget 2015 au Parlement? Les constitutionnalistes sont unanimes en ce qui concerne le budget. Qu'un budget, en cas de gouvernement d'expédition d'affaires courantes, peut être préparé. Mais la défense ou la présentation de ces budgets, ça doit être fait par un gouvernement qui a plein pouvoir. La majorité nuance les avis, évoquant les articles 78 et 147 de la loi fondamentale. Tout retard, toute minute, toute seconde, toute heure qui passe sans que nous ayons examiné le budget, c'est nous qui perdons. L'opposition campe sur sa position sur fond du statut ambigu du gouvernement Matata Ponyo. Le statut juridique de ce gouvernement est ambigu. Est-ce que c'est un gouvernement de plein pouvoir? Est-ce un gouvernement démissionnaire? Le statut est ambigu. Il est question que les constitutionnalistes examinent de très près pour accorder un vrai statut juridique de ce gouvernement. Et dans une situation où il y a un flou, il y a l'ambiguïté, ce flou-là profite à qui? Si ce n'est à ceux qui gèrent. Quelle est la place du peuple congolais dans ce gouvernement? Par-dessus tout, il faut arrêter. Aucune loi de finances n'a jamais été respectée dans l'exécution. Aucune. Nous en avons encore la preuve avec la reddition des comptes 2013. Donc pour nous considérons que nous ne pouvons pas continuer à faire cette gymnastique qui risque de nous faire passer pour des comédiens. Il faut faire un point d'honneur à l'éducation. À l'heure qu'il est, l'enseignement est au rabais en RDC. Ça, il faut vraiment en tenir compte. Comme vous le savez, si nous sommes là, de députés, de ministres, comme vous voyez, le président de la République, c'est parce que nous sommes tous passés à une formation. Ceci est essentiel si le gouvernement veut réellement concrétiser les trois mots magiques: croissance, émergence et modernité. La CENCO précise qu'en donnant leur position au sujet de la révision ou non des articles verrouillés de la Constitution, les évêques catholiques, en tant que pasteurs et citoyens congolais, ne se mêlent pas de la politique, mais ils exercent leurs droits et leur mission prophétique de veilleurs et d'éveilleurs de conscience. Confère Gaudium et Spes, numéro 76, paragraphe 5. Fort malheureusement, en certains endroits, en lieu et place des débats citoyens, on a enregistré injures, diffamations, jusqu'aux actes de violence sur des ecclésiastiques, tel ce qui s'est passé le dimanche 12 octobre dans la cité de Lodja. La CENCO condamne ces actes d'agression et de barbarie. C'est inadmissible de s'attaquer au personnel ecclésiastique qui, fidèle à sa hiérarchie, exerce son ministère pastoral. La CENCO saisit les autorités publiques compétentes pour que soit garantie la sécurité des prêtres, des religieux et religieuses, des agents pastoraux, ainsi que des lieux de culte. La CENCO rappelle que la Constitution de la République garantit la liberté d'expression comme un droit inviolable reconnu à tout citoyen. La diversité d'opinions construit la démocratie, tandis que la violence ne peut en aucun cas contribuer à l'édification de la société. La CENCO en appelle donc à un débat d'idées serein, constructif et respectueux des personnes. Plusieurs formes de violations liées à l'intégrité physique, telles que les kidnappings, sont devenues monnaie courante dans la province du Nord Kivu.
Selon le source de la mission onusienne, le 8 octobre, 4 individus en déplacement vers Goma, parmi lesquels l'ancien maire de Beni, ont été kidnappés et emmenés à une destination inconnue. À la même date, 16 passagers d'un bus ont été kidnappés par les rebelles des FDLR Foka à Mayamato dans la région de Tongo. Nous avions, il y a quelques mois seulement, 75% de ce territoire tenu par les groupes armés. Aujourd'hui, ils ne tiennent plus que 25%. C'est vrai, NDC-Tcheka continue de bouger, mais il ne bouge pas parce qu'il a envie de bouger, il bouge parce qu'il est sous pression, il est aux abois. Il ne contrôle plus le Waikale comme il le contrôlait avant. Et donc nous avons d'énormes secteurs, du territoire du Nord Kivu qui sont accessibles, qui ne l'étaient pas avant. Ce que je voudrais, c'est mettre les choses en perspective et dire non, la situation n'est pas idéale au Nord Kivu, mais elle est sans comparaison, sans commune mesure meilleure de ce qu'elle était il y a un an, avant les interventions robustes des FARDC avec l'appui déterminé de la FIB. Entre-temps, la MONUSCO et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ont publié un rapport sur les violations commises par les agents de la police nationale congolaise pendant l'opération Likofi qui s'est déroulée à Kinshasa entre le 15 novembre 2013 et le 15 février 2014. Cette opération, qui consistait à traquer les bandits armés, a connu plusieurs dérapages tels que des enlèvements, assassinats et autres. Pour Kinshasa, le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, publié le 15 octobre dernier, s'est écarté de la vérité. Ce rapport a annoncé 49 personnes exécutées sommairement, pendant que Richard Muyej, ministre congolais de l'Intérieur, dresse le tableau de cette opération du reste, soutenue par l'ensemble de la population. Jamais rapport ne donna une information aussi malveillante que mensongère, car les statistiques connues de tous se présentent comme suit en ce qui concerne les condamnations des délinquants. 105 condamnations au tribunal de grande instance et Tripé Kalamou, 22 acquittements et 49 enfants déférés devant le tribunal pour enfants. 6 dossiers envoyés en fixation devant le TGI Matete et 5 envoyés au tribunal pour enfants de Matete. 11 condamnations au TGI Gombe, 120 acquittés et 105 enfants envoyés au tribunal pour enfants de la Gombe, de Ngaliema et de Kinshasa. 52 condamnations et 12 acquittements au tribunal de grande instance de Ndjili, s'agissant des policiers et autres agents de l'ordre. 34 cas, dont 19 condamnations, 15 en cours devant le tribunal militaire de garnison de Ndjili. 7 condamnés, 4 acquittés par le tribunal militaire de garnison de Gombe et 27 dossiers envoyés à autres parquets. 7 condamnés, 2 acquittés par le tribunal militaire de la garnison de Matete et un dossier a été envoyé à un autre tribunal. Le Bureau conjoint des Nations Unies, insiste le ministre Muyej, ne doit pas confondre le mode opératoire des criminels qui ont intérêt à échapper à une reconnaissance facile avec celui des policiers utilisés dans l'opération Likofi qui avait le soutien de la population dans leur opération contre le bandit surnommé Kuluna. Et puis j'en viens à cette brève sportive avant de vous proposer la page magazine. Sachez qu'en Linafoot, la 3e journée a été marquée notamment par la victoire des Sanga Balende devant tout-puissant Mazembe, soit 1-0. Shark Club a dominé RCK par 1-0. FC MK vient de battre l'AS par 1-0. Amatadi, le tout-puissant capable, Lima plutôt, a battu l'AS Nika de Kisangani par le score de 3-0. Et puis, on part directement pour prendre la page magazine. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, a pris une part active aux assemblées annuelles de FMI Banque mondiale à Washington, D.C. C'est l'essentiel de cette page magazine que vous propose Patricia Mouli. Il s'est tenu en date du 10 au 12 octobre 2014 à Washington, D.C., aux États-Unis d'Amérique, le travaux des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ces assises, qui ont connu la participation de tous les États membres, ont essentiellement gravité autour des perspectives de croissance de l'économie mondiale. Dans la délégation congolaise, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, qui a pris une part active aux différentes réunions, notamment aux rencontres
avec le staff du Fonds monétaire international en charge de la RDC et les départements du marché monétaire des capitaux. Il se dégage donc des travaux une dégradation de perspective de croissance mondiale pour 2014 qui tient à un tassement de l'activité économique dans le pays avancé au premier semestre de 2014 et à des perspectives moins opportunistes pour plusieurs pays émergents. Il paraît donc prioritaire dans la plupart des pays du monde de rehausser la production effective et potentielle. Il faut noter que les perspectives baissières de croissance économique traduisent en réalité la récurrence des risques de dégradation avec des répercussions négatives considérables pour les pays émergents et les pays en développement. Et ces risques de dégradation se rapportent au retournement des flux de capitaux et à la variabilité du taux de change lié principalement à l'abandon de politiques monétaires non conventionnelles dans les grands pays avancés, la montée des inégalités, la montée des tensions sociales, également la possibilité d'une sévère correction des marchés financiers, notamment dans le sens du durcissement des conditions de crédit. Il faut également ajouter un risque nouveau qui apparaît en Afrique, lié à la pandémie à virus Ebola, dont les dépenses de soins et même pour son éradication exercent des pressions assez fortes sur le budget des États concernés, tandis que l'impact négatif sur la production est également considérable. Par ailleurs, cette crise est également inquiétante vu le nombre élevé de pertes en vies humaines qu'elle provoque. C'est une question aujourd'hui d'intérêt mondial et on a appelé tous les dirigeants, tous les grands pays de ce monde de s'occuper de cette situation. Il faut isoler la maladie, mais il ne faut pas isoler les pays qui sont concernés par cette maladie. C'est un challenge que nous avons. Ce qui concerne l'évolution de la situation économique par pays, on a noté qu'aux États-Unis, l'activité économique va se redresser après un léger tassement de l'activité au premier semestre 2014, tandis qu'en Europe, dans la zone euro, la reprise va rester progressive mais très faible. Au Japon, l'investissement privé va se redresser, de sorte que la croissance économique devra rester plus ou moins stable en 2015. La croissance des pays émergents et africains va continuer de représenter l'essentiel de la croissance mondiale, tandis qu'en Afrique subsaharienne, on atteint une croissance élevée, en raison notamment de la demande favorable sur le plan extérieur et d'une forte demande d'investissement pour le besoin d'infrastructures, même si dans cette région, les perspectives varient d'un pays à l'autre, mais le FMI a prévu pour 2014 une croissance de 5,1% et pour 2015 5,8%. Il y a donc des leçons à tirer par la République démocratique du Congo relatives aux différentes recommandations issues de ces assemblées annuelles FMI Banque mondiale du mois d'octobre 2014. Concernant les recommandations et les leçons à tirer pour l'économie de mon pays, la RDC, il faut noter que le taux de croissance attendu pour 2014 de 8,7% est supérieur à la moyenne africaine de 5,1%. Pour accroître le potentiel de cette croissance, la rendre inclusive, créatrice d'emplois et la pérenniser, le pays doit mettre en œuvre des réformes structurelles ambitieuses qui doivent commencer par un renforcement des capacités institutionnelles, particulièrement dans les domaines de gestion de finances publiques, en priorisant la mobilisation efficace des ressources fiscales. Cela requiert impérativement l'évaluation et l'examen de la réforme de la TVA. Deuxièmement, il faut développer les infrastructures de manière à disposer d'une plateforme d'infrastructures structurantes qui soit à même de stimuler les synergies productives, d'accroître la productivité, de créer des emplois. En Afrique subsaharienne, une croissance plus élevée est attendue en raison d'une demande extérieure favorable et d'une forte demande d'investissement, même si les perspectives varient d'un pays à l'autre. Ainsi s'achève cette édition dominicale. Merci à vous tous qui nous avez suivis. De demain à 7h30, un autre rendez-vous à 19h. Vous allez retrouver, Dieu merci, Nzop Mabiala. D'ici là, portez-vous bien.